Euh, je vais un peu, pour commencer cette intervention, je vais reprendre un peu notre introduction par rapport à le plaisir ou le fait, le plaisir que ça me donne de voir comme sujet de ce film la décolonisation de la pensée, mais aussi dans les titres, j'ai vu hétérotopie et pensée nomade. Ça me touche justement parce que un peu mon intervention va être axée euh, dans un choix, encore l'option décoloniale, qui tient compte justement de la pensée nomade, d'une hétérotopie, étant donné que mon choix, c'est justement des cultures qui ont été arriérées par la pensée moderne, notamment les indigènes, et bien sûr la décolonialité comme option, parce que, et là c'est une autre précision, ce qu'on comprend pour décolonialité ou décolonisation de la pensée, colonialité du savoir, et le concept en général de colonialité implique une situation qui va au-delà de l'analyse seulement politique ou juridique. Ça veut dire de l'emprise que l'Europe a eue, notamment de l'Espagne et Portugal en Amérique latine, sur les territoires qualifiés après comme Amérique. Et cette situation a été, entre guillemets, objet d'une indépendance pendant le 19e siècle. Mais la colonialité, c'est une autre chose, une chose qui revient à une idée, un rapport de pouvoir au moyen desquels on a décidé qu'il y avait une position culturelle par des critères de race, par des critères épistémologiques, par des critères tout simplement culturels, une supériorité par rapport aux gens qui ont été découverts en Amérique. Cette question pratique, et c'est là un peu la position de modernité, colonialité, décolonialité, mais aussi de Dussel, mais pas seulement des auteurs contemporains par rapport à l'option décoloniale n'est pas une question de nouveau. Ça ne rejoint pas non plus la modernité en ce sens-là. Ce n'est pas une question de nouveauté qui motive cette approche. C'est justement une situation qui s'est répétée pendant le temps de la colonisation et qui a été systématiquement cachée, occultée par la même position coloniale, décolonialité, qui demeure jusqu'à nos jours. L'idée, c'est de montrer donc, dans cette intervention comment cette colonisation ou cette colonialité a opéré, opère toujours, grâce à, et je vais répéter parce que c'est les mots que j'ai cherchés, c'est les seuls mots qui me viennent à la tête maintenant, c'est des opérations d'inclusion et d'exclusion. Et ces opérations d'inclusion et d'exclusion sont accompagnées des autres opérations qui restent toujours cachées. Bon. Pour continuer, il faut aussi faire une autre précision. Je suis d'accord avec Christian, la colonialité interne est importante, mais n'est pas plus importante. Je vais exemplifier ça. C'est aussi importante en raison de que, par exemple, l'actualité le démontre, les pays qui ont essayé de sortir de l'axe moderne, c'est le cas de Venezuela, Équateur et Bolivie, sont systématiquement aussi empêchés de faire ses propres choix par un rapport colonial qui, pour le moment, parvient des États-Unis, mais qui aussi devient un contrôle européen. Et maintenant, le mécanisme
plus la violence militaire ou la violence, c'est par exemple l'empêchement de faire des commerces. C'est la façon d'isoler, bon, les cas les plus paradigmatiques du XXe siècle, c'est Cuba de Fidel Castro, qui a été complètement isolé, là où ils ont décidé de prendre un choix qui s'éloignait de la raison monotopique occidentale. Je reviens à monotopique, hétérotopique, justement parce que je reprends les mots employés par Mignolo et par Christian tout à l'heure aussi, les lieux d'énonciation. La raison occidentale a créé un ensemble de règles qui sont seulement dictées depuis l'Europe centrale et maintenant comme colonialité et comme patron de pouvoir toujours en vigueur, les États-Unis parviennent à être aussi un pays qui a le droit de créer ces règles. Donc, c'est une raison monotopique. Il s'ignore n'importe quelle autre approche d'organisation sociale, d'organisation épistémologique, d'organisation même éthique, que Christian a mentionné aussi. Ils vont donner un exemple, un idéal d'ethos qui doit s'universaliser. Bon, c'est le rapport pratique, comme je disais tout à l'heure, qui a eu les colons en arrivant en Amérique. À ce moment-là, il y a une praxis que après je vais venir encore là, qui va d'une première opération d'inférioriser ceux qui ne le ressentent pas. L'indigène, c'est quelque chose qui ne ressent pas, qui n'approche pas mon idéal d'être humain. Pourtant, je dois le marginaliser, même l'éliminer, si lui, il se résiste. Donc c'est une opération qui n'est pas anodine, au sens de dire ah, c'était une praxis et ça ne peut pas être théorisé. Justement, si on va à la formulation des principes, des fondements de la modernité, on voit que les rapports cartésiens entre la res cogita et la res extensa est très ressemblable à ce rapport pratique des colons envers les colonisés. C'est pour ça que je répète, n'est pas anodine voir qu'une réalité, un rapport pratique comme ceux de la colonialité a été la base de la fondation de tout un tissu politique, épistémologique, même ontologique, qui est maintenant la modernité. Comme cet ensemble que nous sommes, et je parle là depuis mon lieu d'énonciation, la Colombie et tous les pays de l'Amérique latine, victimes, au sens de n'ai jamais eu la possibilité de suivre une généalogie qui nous amène à répondre à nos besoins. Bon. Dans cette première partie, on voit l'opération d'assimilation alors. J'ai mon rapport à l'autre, j'ai construit un autre qui ne me ressemble pas, donc ce que je dois faire, et d'abord c'est l'approche évangélisateur ou civilisateur ou développementiste, ou à nos jours globalisant. Je dois faire que cet autre devienne comme moi. Parce que moi, je suis l'idéal, moi, je suis justifié par moi-même, autoréférentiellement. Et la première opération, c'est je ne me mets jamais en question. Moi, je pars d'un point zéro qui n'est jamais questionnable, ne peut pas être questionnable. Moi, et c'est les péchés qu'évoque toujours Santiago Castro Gómez, c'est un philosophe colombien, il parle de la hybris du point zéro. C'est justement le péché grec
comme les règles les voyaient, celui de se considérer présent, mais jamais observable. Ces personnes qui se considéraient autoréférentiellement celui qui a le pouvoir de tout dire, tout observer, mais jamais être observé. C'est aussi le paradigme de panoptique au Foucault, par exemple. Moi, je suis la personne qui observe, qui est tout puissante, mais c'est aussi le paradigme, si on va dire, divin du catholicisme, du Dieu catholique. Et c'est, à la fin, justement, le passage au laïcisme de la raison technoscientifique moderne, c'est la raison qui ne se questionne, ne se pose pas, ne se met pas en question elle-même. Bon. Cette opération vient accompagnée d'une autre opération. Bon, donc ça va se résumer dans une opération plus grande d'inclusion. Donc dans une rhétorique, on va dire, honnête, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est justement de que tout le monde vienne à être comme moi, je pense que c'est l'idéal. Là, par exemple, ce n'est pas reprochable de le penser comme ça. Mais ce qui est reprochable, c'est justement qu'il y a une logique derrière ça, que c'est de l'incapacité de se mettre en question parvient à une autre position. Une position qui dit, comme toi, tu ne peux pas voir mon idéal, comme toi, tu ne peux pas arriver à être comme moi, tu dois être exclu, subalternisé, qualifié comme de tiers-monde, qualifié comme diabolique, qualifié comme en développé, comment on dit ça? Sous-développé. Vous voyez, toutes les stratégies, même si elles se répètent dans une période de temps très très longue, ont fonctionné toujours comme, encore ici, inclusion ou exclusion. Toi, tu n'appartiens pas. Maintenant, par exemple, dans les discours de Bush, tu n'appartiens pas, tu fais partie de l'axe du mal. Ça, c'est pas anodin encore de dire que c'est une praxis qui parvient à être géopolitiquement valable, mais jamais questionnée du point de vue rationnel. Et finalement, l'opération qui est la plus grave, c'est si, par contre, tu ne deviens pas comme moi, je t'exclus, mais encore tu résistes, moi, j'ai le droit de t'éliminer. Et c'est ce qui s'est passé justement en Amérique par les Espagnols, mais qui continue à se passer là où, par exemple, il y a des gens encore qui trouvent qu'ils sont droits à faire autrement. Donc, on va faire la guerre, on va les éliminer. Et bon, on le vit encore. C'est le cas en Palestine, c'est le cas de l'Irak tout récemment. Je pense que aussi c'est le cas chez nous. Et je viens à notre colonialisme interne, à la colonialité interne. Comment par exemple les autres chez nous, les indigènes et les noirs, les afro-colombiens, afro-américains, ont été victimes de cette même logique, mais pas de la part de l'Europe, pas de la part de ceux qui ont donné les règles, mais de ceux qui préconisent ces règles aussi sans la réflexion due à une telle approche. Comment ça fonctionne alors? Les indigènes qui résistent encore, qui résistent en plus d'une autre façon, ont une conception du temps et de l'espace complètement différente. Ça que par exemple Elise nous rappelait tout à l'heure, ils sont un peu les vaincus dans l'histoire officielle de nos pays. Et comme vaincus, on les a utilisés aussi. On les accorde des petits droits, on les inclut, encore l'opération d'inclusion, dans nos constitutions nationales. Constitution nationale, là où ils ne sont jamais participants à donner ces règles, mais on les accorde des droits qui vont être administrés de façon à
si ça nous convient, par exemple, si moi je dois construire une represa, barrage énergétique, là par exemple, ce petit droit que je vous avais accordé, je peux l'enlever là où j'ai besoin de ce territoire qui appartient à l'État, qui appartient à la colonialité, et si vous résistez, je vous élimine. C'est pas des cas que j'invente, hein. Ça se passe maintenant en Chili, mais en Colombie, il y a eu 2 massacres, carrément des génocides, qui ne sont jamais repérés dans la discussion, par exemple, des génocides mondiaux dans la raison moderne. Ce pas des peuples, comme sont des peuples qui sont arriérés dans le temps, qui sont les vaincus, parce que c'est intéressant, par exemple, sont classés politiquement comme le passé, comme la tradition. Donc il n'y a pas d'importance s'ils sont massacrés. Par contre, et comprenez-moi bien, ici je ne fais pas un exercice d'accorder plus ou moins d'importance. L'idée c'est le génocide juif a été une chose épouvantable et tout le monde universellement les considère comme tel. Mais le génocide, pendant 500 siècles, 100 siècles, des peuples indigènes en Amérique latine ne sont pas repérés comme un cas géopolitiquement important. Quelle est la raison d'un tel oubli? Quelle est la raison d'une décision politique qui considère qu'un génocide, que s'il faut statistiquement le comparer, serait autant d'important que le génocide juif? Mais bon, c'est une décision politique qui classe comme dépassée une histoire qui ne correspond pas aux catégories spatio-temporelles monotypiques de la raison occidentale, et pourtant il faut les exclure de l'histoire officielle. Moi, et pour revenir encore, pour rejoindre Christian dans son intérêt, parce que je le partage aussi, moi je pense plutôt décolonialement à partir d'une autre raison, une autre conception du temps et de l'espace, que c'est celui des indigènes, et c'est pour ça que mon intervention était titrée comme Awana, faire penser la justice. Là, c'est seulement pour faire des remarques dans une situation d'exemple, des cas, des terrains, si on peut dire, utiliser ça dans la philosophie, même si la philosophie ne fait pas des terrains. C'est le cas des indigènes dans une époque où l'indépendance avait déjà eu lieu, l'indépendance de la Colombie. Mais il y a un territoire que vous entendez souvent parler, de l'Amazonie. L'Amazonie, on dit que c'est le poumon de l'humanité, que c'est le seul endroit par écosystème qui résiste à tous les lands industriels et capitalistes. C'est vrai que c'est de moins en moins le cas, mais il y a eu une époque, début du XXe siècle, où on appelle ça la fièvre del caoutchouc. La fièvre du... Tu peux prononcer? Caoutchouc. Caoutchouc. Ok. Merci. C'était une situation où la vulcanisation était en place. C'était une procédure scientifique créée en Angleterre qui, par M. Goodyear, et qui servait à fabriquer des chaussures. Donc, il fallait récupérer justement la matière première pour les faire. Comment on va les faire? Où est-ce qu'on peut trouver le caoutchouc? À l'Amazonie. Des territoires qui avaient été épargnés de la colonisation justement pour la difficulté d'accéder, ont devenu maintenant la cible. Mais pas seulement les territoires, pas seulement les caoutchoucs. Justement, on avait besoin de main-d'œuvre
bon marché pour le faire. Tous les indigènes, ceux qui encore, c'est le cas aujourd'hui, résistent à la colonialité, eux, ils sont devenus les esclaves de cette situation. Mais c'est seulement pour montrer que dans ces cas-là, il y a eu plusieurs exemples de ces rapports, de ces opérations de colonialité que je viens de vous raconter. Et c'est un peu aussi la création de l'invention de l'autre, encore une fois, par les mêmes moyens qui sont caractéristiques de première rencontre de la découverte et de la colonisation de l'Amérique. Mais on était déjà au XXe siècle. Les entreprises coloniales, dans ce cas-là, c'est des entreprises encore européennes qui viennent chercher ça, mais ils s'accompagnent toujours des prêtres catholiques. Comme ça, ils vont garantir que le peuple indigène vont être d'abord soumis, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Mais par contre, c'est seulement les indigènes qui connaissent le territoire. C'est seulement les indigènes qui connaissent la façon de guérir des maladies qui se produisent seulement dans ce territoire. Donc, l'invention de l'autre, cet indigène qui, au début, est un autre qu'il faut sauver, devient aussi un sauveur de ceux qui commencent à rencontrer une chose qui est complètement méconnue pour eux. Ces gens qui commencent à être malades pour une piqûre de moustique ou tout ça, voient l'indigène comme son sauveur. Sauveur. Bon, toutes ces connaissances que pour les indigènes dans son territoire, dans son conception de l'espace et du temps, pour eux, c'est une connaissance qui on ne peut pas seulement classer comme théorique. Pour eux, c'est vraiment une activité. De là, le terme awanga. Awanga, c'est l'action de tisser, mais en même temps, c'est le métier au tisser. Donc, c'est un des locutions indigènes où l'action, les verbes et les substantifs, on ne peut pas les séparer. L'action et la pensée ne peuvent pas être séparées. Pour eux, cette pratique, ces connaissances de son territoire et du temps qui produisent des conditions, c'est une façon de justice. C'est une façon de justice que eux, par exemple, de façon très très généreuse, ont donné à l'homme blanc qui venait exploiter son territoire. Mais qu'aujourd'hui, on voit, toutes ces connaissances a été expropriée par les grosses entreprises pharmaceutiques et, par exemple, les indigènes maintenant doivent payer pour utiliser ces médicaments aux pharmaceutiques du centre de la région occidentale qui ont fait possible l'existence de ces médicaments. Donc, la logique qu'on voit là, une logique de colonialité, est regardée d'abord pour ces raisons occidentales qui ne réflexionnent pas, qui ne se mettent jamais en question, comme une action d'évangélisation, de développement. On vient vous apporter le développement, on va construire des chemins ici pour vous, et comme ça on peut sortir nos produits. Mais ce qui est là aussi, c'est la méconnaissance et l'incapacité de ces raisons occidentales de se déplacer envers une autre raison qui montre une autre lieu d'énonciation qui, d'après si on suit une logique de dialogue, de réciprocité, on pourrait tout simplement mettre en dialogue
Donc, ce que je voudrais soulever, pour terminer déjà ici, c'est que cette logique de la colonialité pourrait être remplacée pour une autre logique. Et là, par exemple, si je viens à la pensée décoloniale, et si je viens à lancer une proposition, c'est comment, par exemple, ces indigènes montraient son savoir, montraient ses propriétés, son patrimoine, dans une logique de réciprocité, de complémentarité et d'alternance, d'alternativité. Il ne fallait pas penser tout simplement à un seul endroit, un seul lieu d'énonciation qui est légitimé par autoréférentiellement par un idéal de subjectivité ou un idéal de culture, mais rentrer en dialogue avec une autre possibilité qui rendait possible ce genre de dialogue que j'appellerais ici interculturel. Bon, ici je m'arrête, mais j'aimerais bien continuer de discuter après.